grand-mère a accueilli sa petite fille qui a été rejetée par sa propre mère. Quand l'enfant est arrivé sur son seuil, elle a éclaté en sanglots. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Une histoire de dépassement et d'espoir qui touchera votre cœur. Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. La retraite paisible de Gabrielle Moreau, une veuve de 68 ans vivant dans la petite ville côtière de Biarritz, fut bouleversée par un coup de sonnette inattendu un matin d'automne. Lorsqu'elle ouvrit sa porte, elle trouva une petite fille de 5 ans qu'elle n'avait jamais vue auparavant, immobile sur le seuil, serrant contre elle un ours en peluche usé. À côté de l'enfant se trouvait un petit sac à dos rose et une note griffonnée à la hâte. Gabrielle, perplexe, prit le papier et lut « Elle s'appelle Héloïse. Elle est à toi maintenant. Je n'en peux plus. » L'écriture était celle de Florence, sa fille unique avec qui elle n'avait plus de contact depuis près de 6 ans. Gabrielle porta une main tremblante à sa bouche, retenant un cri de stupeur. La petite fille leva vers elle de grands yeux bleus emplis d'une tristesse et d'une résignation qui n'avaient pas leur place dans le regard d'un enfant si jeune. Sans un mot, Héloïse restait là, comme habituée aux rejets et aux abandons. Le vent d'automne s'engouffra dans la ruelle, faisant frissonner l'enfant, et Gabrielle, malgré le choc et la confusion, fit ce que son cœur lui dictait. Elle tendit la main vers sa petite fille et l'invita à entrer dans sa modeste maison, face à l'océan. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de défis pour Gabrielle. Sa petite maison, autrefois sanctuaire de tranquillité, résonnait maintenant du silence pesant d'Héloïse, qui refusait obstinément de parler. Chaque tentative de communication se heurtait à un mutisme obstiné, comme si l'enfant s'était réfugié dans une forteresse intérieure inaccessible. Les nuits étaient ponctuées des pleurs silencieux de la petite fille que Gabrielle découvrait le matin, recroquevillée dans son lit, les joues striées de larmes séchées. Ses mains arthritiques, plus habituées à manier des aiguilles, à tricoter que des vêtements d'enfant, luttaient maladroitement pour boutonner les chemises d'Héloïse ou coiffer ses cheveux châtains emmêlés. Sa modeste pension de retraite, suffisante pour une personne âgée vivant seule, s'avérait soudain cruellement inadéquate face aux besoins d'une enfant en pleine croissance. Les regards curieux et les chuchotements des voisins suivaient Gabrielle lorsqu'elle emmenait Héloïse faire des courses au marché local. « C'est sa petite fille, vous savez, celle que sa fille a abandonnée. » Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre dans la petite communauté balnéaire. Malgré tout, Gabrielle prit une décision irrévocable. Quels que soient les obstacles, elle donnerait à cet enfant rejeté l'amour et la stabilité qu'elle méritait. Un après-midi, alors qu'Héloïse s'était endormie sur le canapé, épuisée par ses nuits d'insomnie, Gabrielle caressa doucement ses cheveux et murmura « Je ne sais pas comment nous y arriverons, ma petite, mais je te promets que je ferai tout pour que tu sois heureuse ici. » Cette promesse, bien qu'inaudible pour l'enfant endormi, scella le pacte que Gabrielle fit avec elle-même, un engagement qui allait transformer leur vie à toutes les deux. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi. Pour plus de vidéos comme celle-ci, sinon tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les problèmes ne tardèrent pas à se présenter. Lorsque Gabrielle tenta d'inscrire Héloïse à l'école primaire locale, elle se heurta à un mur administratif. « Madame Moreau, nous avons besoin du certificat de naissance, du carnet de vaccination et d'une autorisation parentale signée par la mère », expliqua la directrice, Madame Dupont, en remontant ses lunettes sur son nez. « Sans ces documents, je ne peux pas accepter l'enfant dans notre établissement. » Gabrielle, désemparée, expliqua la situation. Mais les règles étaient les règles. En sortant du bureau de la directrice, elle sentit la petite main d'Héloïse se glisser dans la sienne comme pour la réconforter. Ce geste, le premier signe d'attachement que montrait l'enfant, toucha Gabrielle au plus profond de son cœur. Dans les jours qui suivirent, elle fouilla méticuleusement le sac à dos laissé par Florence. Au fond d'une poche latérale, elle découvrit un album photo miniature contenant quelques clichés jaunis. Sur l'une des photos, Florence tenait
Un bébé dans ses bras devant une maison que Gabriel reconnut avec stupeur. C'était une petite villa à Arcachon, à moins de 2 heures de Biarritz. Sa fille avait donc vécu si près pendant toutes ces années, lui cachant l'existence de sa petite fille. Cette révélation fut comme un coup de poignard. Une autre photo montrait Florence, avec un homme que Gabriel ne connaissait pas, tous deux souriant sur une plage. Au dos était inscrite une date, 3 ans auparavant. Pendant qu'elle contemplait ces images du passé, le téléphone sonna. C'étaient les services sociaux qui souhaitaient évaluer la situation d'Héloïse. « Nous avons reçu un signalement concernant une enfant potentiellement en situation précaire », annonça une voix froide et professionnelle. Gabriel raccrocha, la gorge nouée par l'inquiétude. Comment prouverait-elle qu'elle était capable de s'occuper d'Héloïse, alors qu'elle-même doutait parfois de ses capacités? La visite de l'assistante sociale, Madame Lambert, fut une épreuve pour Gabriel. La jeune femme, à peine trentenaire, parcourut la petite maison d'un œil critique, notant scrupuleusement chaque détail sur son calepin. « Vous n'avez pas de lit adapté pour l'enfant », remarqua-t-elle, en observant le canapé-lit que Gabriel avait improvisé pour Héloïse. « Et qu'en est-il de ses activités? Les enfants ont besoin de stimulation. » Gabriel expliqua qu'elle emmenait Héloïse se promener sur la plage et qu'elles lisaient ensemble des livres qu'elle avait conservés de l'enfance de Florence. Mais ces arguments semblaient insuffisants face au professionnalisme implacable de Madame Lambert. Avant de partir, l'assistante sociale remit une carte à Gabriel. « Contactez cette personne pour une aide juridique. Vous aurez besoin d'une tutelle officielle pour votre petite fille. » Puis, s'adoucissant légèrement, elle ajouta « Je comprends que vous voulez faire de votre mieux, Madame Moreau. Mais la loi est la loi, et nous devons nous assurer que l'enfant est dans un environnement approprié. » Après le départ de Madame Lambert, Gabriel s'effondra sur une chaise, écrasé par le poids de la tâche qui l'attendait. C'est alors qu'un mouvement attira son attention. Héloïse se tenait dans l'embrasure de la porte, son ours en peluche serré contre elle. Lentement, la petite fille s'approcha et posa sa main sur le genou de sa grand-mère, la regardant avec des yeux qui semblaient dire « Tout ira bien ». Ce simple geste donna à Gabriel la force de se redresser et de faire face à l'adversité qui se dressait devant elle. Un matin pluvieux de novembre, alors qu'elle se rendait à la bibliothèque municipale, le drame se produisit. Les trottoirs glissants de Biarritz étaient un défi pour les articulations douloureuses de Gabriel. Tandis qu'elle traversait la place principale, son pied dérapa sur une plaque d'égout mouillée. La douleur fulgurante qui traversa sa ongle la fit s'effondrer sur le pavé humide, incapable de se relever. Héloïse, terrifiée, resta figée à côté d'elle, ses yeux agrandis par la peur. Une jeune femme aux cheveux courts et colorés se précipita vers elle. « Ne bougez pas, madame », dit-elle en s'agenouillant à côté de Gabriel. « Je m'appelle Noémie Leclerc, je suis professeure de musique à l'école primaire. Je vais appeler une ambulance. » Malgré les protestations de Gabriel qui affirmait pouvoir rentrer chez elle par ses propres moyens, Noémie insista, et l'ambulance arriva quelques minutes plus tard. À l'hôpital, le diagnostic tomba. Contusion sévère de la hanche qui nécessiterait du repos et de la rééducation. Gabriel, le visage crispé par l'inquiétude, ne cessait de demander où était Héloïse. « Votre petite fille est avec moi », la rassura Noémie, qui avait accompagné l'ambulance. « Elle est dans la salle d'attente avec l'infirmière, ne vous inquiétez pas. » Lorsque Gabriel apprit qu'elle devrait rester à l'hôpital pendant au moins 3 jours, la panique l'envahit. Qui s'occuperait d'Héloïse pendant ce temps? Comme si elle avait lu dans ses pensées, Noémie proposa « Je peux prendre soin d'elle jusqu'à votre retour. J'ai une petite chambre d'amis dans mon appartement. » Devant l'hésitation de Gabriel, la jeune femme ajouta « Je suis enseignante, Madame Moreau. Prendre soin des enfants est mon métier. » Épuisée et sans autre solution, Gabriel accepta avec gratitude cette offre inattendue. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette rencontre fortuite allait changer le cours de leur histoire. Est-ce que votre enfant a déjà vécu quelque chose de similaire dans son passé, un bouleversement ou un changement inattendu? Partagez
Votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Pendant les 3 jours que Gabriel passa à l'hôpital, une transformation surprenante se produisit. Noémie, avec sa patience et sa créativité, avait réussi à établir un lien avec Héloïse. Lorsqu'elles vinrent chercher Gabriel à sa sortie, la petite fille tenait fermement la main de sa gardienne temporaire, et son visage s'éclaira d'un timide sourire à la vue de sa grand-mère. C'était la première fois que Gabriel voyait Héloïse sourire, et cette vision lui réchauffa le cœur. Noémie expliqua qu'elles avaient passé beaucoup de temps à jouer de la musique ensemble. « Héloïse a un don naturel pour le rythme », dit-elle, en ébouriffant affectueusement les cheveux de l'enfant. Dans les semaines qui suivirent, Noémie devint une présence régulière dans leur vie. Elle passait les voir après ses cours, apportant parfois un repas préparé ou proposant d'emmener Héloïse au parc pour permettre à Gabriel de se reposer. Un jour, elle arriva avec une petite guitare pour enfants. « C'était à moi quand j'étais petite », expliqua-t-elle, en l'attendant à Héloïse dont les yeux s'illuminèrent. « Je me suis dit qu'elle pourrait lui plaire. » Gabriel, habitué à son indépendance, eut d'abord du mal à accepter cette aide extérieure. Mais la joie évidente d'Héloïse en présence de Noémie et le soulagement que ces moments de répit apportaient à ses articulations douloureuses finirent par la convaincre. Un soir, après qu'Héloïse se fut endormie, Gabriel et Noémie partageaient une tasse de thé dans la cuisine. « Pourquoi faites-vous tout cela pour nous ?» demanda Gabriel, perplexe devant tant de générosité. Noémie resta silencieuse un moment, contemplant le liquide ambré dans sa tasse. « J'ai été élevée par ma grand-mère, » répondit-elle, finalement. « Ma mère est partie quand j'avais 3 ans. Ma grand-mère était tout pour moi, mais elle n'a jamais eu personne pour l'aider. Je sais à quel point c'est difficile. » Cette confession créa un lien silencieux entre les deux femmes, une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. 3 mois après l'arrivée d'Héloïse, un miracle se produisit. Gabriel préparait le petit déjeuner dans la cuisine, tandis que la petite fille, assise à la table, dessinait avec application. Soudain, une petite voix hésitante s'éleva dans le silence du matin. « Tu vas me laisser aussi ?» Gabriel se figea, la cuillère en bois suspendue au-dessus de la casserole de chocolat chaud. Lentement, elle se tourna vers Héloïse qui la regardait avec des yeux emplis de peur et d'espoir mêlés. S'agenouillant devant elle, ignorant la douleur de sa hanche, Gabriel prit les petites mains de sa petite fille dans les siennes. « Jamais, mon trésor, jamais je ne te laisserai. » Des larmes coulaient sur les joues ridées de Gabriel, tandis qu'elle attirait l'enfant contre elle. « Je serai toujours là pour toi. » Héloïse se blottit contre sa grand-mère, libérant enfin les émotions qu'elle avait gardées enfermées pendant si longtemps. Ce moment marqua un tournant dans leur relation. À partir de ce jour, Héloïse commença à parler, d'abord aux phrases courtes et hésitantes, puis avec de plus en plus d'assurance. Gabriel, sur les conseils de Noémie, instaura un rituel. Chaque matin, elles écrivaient ensemble une affirmation positive sur un petit papier coloré qu'elles accrochaient ensuite sur la porte du réfrigérateur. « Je suis aimée, je suis en sécurité, je suis courageuse. » Ces messages simples mais puissants jalonnaient leur parcours commun, témoins silencieux de leur guérison mutuelle. Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage, Héloïse demanda « Mamie, pourquoi maman ne voulait plus de moi ?» La question, si directe et douloureuse, prit Gabriel au dépourvu. Comment expliquer l'inexplicable? Comment faire comprendre à une enfant de 5 ans qu'elle n'était pas responsable de l'abandon de sa mère? Choisissant soigneusement ses mots, Gabriel répondit « Parfois les grandes personnes font des erreurs, mon cœur. Ta maman traverse des moments difficiles, mais cela n'a rien à voir avec toi. Tu es une petite fille merveilleuse, et je remercie le ciel chaque jour de t'avoir dans ma vie. » Cette réponse sembla apaiser Héloïse, qui pour la première fois prit l'initiative de raconter à sa grand-mère des bribes de sa vie d'avant. Les déménagements fréquents, les oncles qui venaient et repartaient, les longues journées, passées seule devant la télévision pendant que sa mère travaillait ou sortait.
L'hiver céda la place au printemps, et avec les premiers rayons de soleil de mars, un visiteur inattendu frappa à la porte de Gabrielle. Lorsqu'elle ouvrit, elle se trouva face à une femme élégante, aux cheveux gris coupés courts et aux yeux d'un bleu familier. « Thérèse » murmura Gabrielle, incrédule. Sa sœur aînée, qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans à cause d'une dispute concernant l'héritage de leurs parents, se tenait devant elle, un bouquet de jonquilles à la main. « Bonjour, Gabrielle » répondit Thérèse, visiblement émue. « Je peux entrer ?» Assises dans le salon, les deux sœurs se regardaient avec un mélange de gêne et de curiosité. « Comment as-tu su où me trouver ?» demanda finalement Gabrielle. Thérèse expliqua qu'elle avait vu une publication sur un réseau social local mentionnant une grand-mère courageuse de Biarritz qui luttait pour élever sa petite-fille abandonnée. La description correspondait tellement à ce qu'elle savait de Gabrielle qu'elle avait décidé de venir vérifier par elle-même. « Je n'ai jamais eu d'enfant, » dit doucement Thérèse, « mais j'ai toujours rêvé d'être tante ou grand-tante. » Puis, après une hésitation, elle ajouta « Je sais que nous avons eu nos différends, Gabrielle, mais la vie est trop courte pour les rancunes. Je voudrais vous aider, toi et ta petite-fille, si tu me le permets. » L'arrivée d'Héloïse de l'école, accompagnée par Noémie, interrompit leur conversation. La petite fille s'arrêta net en voyant l'étrangère, se réfugiant instinctivement derrière les jambes de sa grand-mère. « Héloïse, je te présente Thérèse, ma sœur, c'est ta grand-tante, » expliqua Gabrielle. Après les présentations et le départ de Noémie, Thérèse révéla l'autre raison de sa visite. Elle avait pris sa retraite d'avocate spécialisée en droit de la famille et offrait son expertise pour les démarches juridiques concernant la tutelle d'Héloïse. « Florence pourrait revenir un jour, » avertit-elle. « Tu dois être légalement protégée. » Le soir, après avoir couché Héloïse, Gabrielle réfléchit longuement à l'offre de sa sœur. Accepter signifiait mettre de côté 2 décennies de ressentiment. Mais en regardant la photo d'Héloïse souriante qu'elle gardait sur sa table de nuit, elle comprit que sa fierté n'avait plus d'importance face au bien-être de sa petite-fille. Ce fut Héloïse qui, sans le savoir, aida à reconstruire les ponts entre les deux sœurs. Un matin ensoleillé d'avril, la petite fille découvrit un coin du jardin envahi par les mauvaises herbes. « Mamie, on peut faire pousser des fleurs ici ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. Gabrielle, dont les mains arthritiques rendaient le jardinage difficile, hésitait. C'est alors que Thérèse, qui leur rendait visite régulièrement depuis son retour dans leur vie, proposa d'aider. Ensemble, les 3 générations de femmes se mirent à transformer le jardin négligé. Héloïse montrait une passion et un talent naturel pour le jardinage, apprenant rapidement à reconnaître les différentes plantes et à prendre soin des jeunes pousses. Thérèse, qui possédait un petit appartement sans extérieur à Paris, savourait ces moments en plein air, et Gabrielle redécouvrait la joie simple de voir les choses grandir et s'épanouir. Le jardin devint une métaphore de leur propre transformation, attirant l'attention des voisins qui s'arrêtaient désormais pour admirer les parterres colorés et échanger quelques mots amicaux. Un jour, Madame Roussel, présidente du club de jardinage local, vint leur proposer de participer au concours annuel des Jardins de Biarritz. Cette invitation marqua un tournant dans leur intégration au sein de la communauté. Les réunions du club permettaient à Gabrielle de rencontrer d'autres personnes, partageant sa passion nouvelle, tandis que Héloïse se liait d'amitié avec les petits-enfants des autres membres. Les murmures et les regards de pitié avaient fait place à des sourires sincères et des invitations à prendre le thé. Même Madame Dupont, la stricte directrice de l'école, semblait avoir adouci sa position. Grâce à l'intervention de Thérèse, qui avait réussi à obtenir des copies des documents nécessaires auprès des services administratifs de la ville d'Arcachon, Héloïse était désormais officiellement inscrite à l'école et s'épanouissait dans sa classe. Parfois, en observant sa petite fille jouer dans le jardin avec ses nouvelles amies ou discuter animément avec Thérèse des différentes variétés de roses, Gabrielle sentait son cœur déborder de gratitude. La vie qu'elle avait redoutée, 6 mois plus tôt, celle d'une grand-mère dépassée par les événements,
s'était transformée en une existence riche et pleine de promesses. As-tu déjà connu quelqu'un qui a dû complètement transformer sa vie pour prendre soin d'un être cher? Partage ton expérience dans les commentaires. La tranquillité de leur nouvelle routine fut brutalement interrompue par l'arrivée d'une luxueuse voiture noire devant la maison de Gabriel un samedi après-midi de juin. Florence en descendit, méconnaissable dans son tailleur haut de gamme et ses bijoux clinquants. « Maman !» dit-elle en guise de salutation lorsque Gabriel ouvrit la porte. « Il faut qu'on parle. » Assise dans le salon où Héloïse avait laissé ses dessins et ses jouets, Florence semblait étrangère à cet univers enfantin. « J'ai fait une terrible erreur, » annonça-t-elle sans préambule. « Je veux récupérer Héloïse. » Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Où étais-tu ces 6 derniers mois, Florence ?» demanda-t-elle, luttant pour garder son calme. Florence expliqua qu'elle avait rencontré Victor, un homme d'affaires prospère qui l'avait demandé en mariage. « Il a changé ma vie, » affirma-t-elle. « Nous avons une grande maison à Bordeaux. Héloïse aura sa propre chambre. Elle ira dans une école privée. » Sa voix s'éteignit sous le regard incrédule de Gabriel. « Et que dira Victor quand il apprendra l'existence d'Héloïse ?» Florence eut un sourire suffisant. « Il est au courant. C'est lui qui m'a encouragé à renouer avec elle. Il dit qu'une petite fille a besoin de sa mère. » À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit et Héloïse apparut, revenant d'une promenade avec Thérèse. La petite fille se figea en apercevant sa mère, son visage perdant toute expression. « Bonjour, mon bébé », dit Florence, en s'avançant vers elle, bras tendus, mais Héloïse recula, se cachant derrière Thérèse. « Je ne veux pas partir, » murmura-t-elle, des larmes dans la voix. « Je veux rester avec mamie. » Florence, visiblement blessée par ce rejet, lança un regard accusateur à Gabriel. « Qu'est-ce que tu lui as dit sur moi ?» Thérèse intervint, sa voix calme mais ferme. « Je pense que nous devrions discuter de cela à un autre moment, quand l'enfant ne sera pas présente. » Florence accepta à contre-cœur et partit, promettant de revenir avec les papiers nécessaires pour récupérer sa fille. Cette nuit-là, Héloïse fit sa première crise de terreur nocturne depuis des mois, se réveillant en hurlant et refusant de se rendormir à moins que Gabriel ne reste à ses côtés. L'apparition soudaine de Florence marquait le début d'une bataille que Gabriel redoutait, mais pour laquelle elle était prête à mobiliser toutes ses forces. Les semaines qui suivirent furent éprouvantes pour tous. Comme elle l'avait annoncé, Florence entama des démarches légales pour récupérer la garde d'Héloïse, présentant Victor et leur vie aisée comme garant de la stabilité qu'elle pouvait désormais offrir à sa fille. Les services sociaux, avec Madame Lambert à leur tête, procédèrent à une nouvelle évaluation de la situation. Bien que reconnaissant les progrès considérables d'Héloïse sous la garde de Gabriel, ils ne pouvaient ignorer les arguments matériels avancés par Florence. Une chambre individuelle, l'accès à une éducation privilégiée, la présence constante d'une mère qui ne travaillait plus et d'un beau-père prêt à l'adopter officiellement. Gabriel, malgré son arthrite, qui s'aggravait, se battait avec une énergie surprenante. Thérèse mobilisait ses anciennes relations dans le milieu juridique, cherchant des précédents favorables aux droits des grands-parents. Noémie témoignait de l'évolution positive d'Héloïse, de son intégration à l'école et de ses progrès remarquables en musique. Mais le plus difficile était la confusion d'Héloïse elle-même. L'enfant, tiraillé entre l'amour inconditionnel mais modeste de sa grand-mère et les promesses séduisantes de sa mère, avait recommencé à s'isoler, à faire pipi au lit et à manifester des signes d'anxiété. Un soir, alors qu'elle bordait sa petite fille, Gabriel remarqua qu'Héloïse serrait dans sa main un bracelet en or que Florence lui avait offert lors de sa dernière visite. « C'est joli », dit doucement Gabriel, cachant la peine que lui causait ce signe d'attachement à Florence. Héloïse regarda le bijou avec une expression tourmentée. « Maman dit que j'aurai plein d'autres cadeaux comme ça quand j'habiterai avec elle. » Puis, levant des yeux remplis de larmes vers sa grand-mère, « Mais je n'ai pas besoin de cadeaux, je veux juste rester avec toi. » Gabriel serra l'enfant contre elle.
lui promettant en silence qu'elle ferait tout pour que ce souhait se réalise, tout en sachant que la bataille juridique qui s'annonçait serait la plus grande épreuve de sa vie. Une révélation inattendue vint bouleverser le fragile équilibre de la situation. Lors d'une consultation de routine chez le médecin de famille, le docteur Mercier remarqua quelque chose dans le comportement d'Héloïse qui éveilla ses soupçons. Après plusieurs examens et l'intervention d'un spécialiste, le diagnostic tomba. Héloïse souffrait d'un trouble d'apprentissage non diagnostiqué qui expliquait à la fois ses difficultés à l'école et son mutisme sélectif durant les premiers mois chez Gabriel. Ce n'est pas une condition rare, expliqua le docteur Mercier, mais elle nécessite une prise en charge appropriée et un environnement stable. Armé de ce nouveau rapport médical, Gabriel retourna voir Madame Lambert. « Florence a-t-elle jamais mentionné des préoccupations concernant le développement d'Héloïse » demanda-t-elle. L'assistante sociale consulta son dossier et dut admettre que non. Aucune démarche médicale n'avait été entreprise avant l'arrivée d'Héloïse chez Gabriel. Cette négligence jeta un doute sur la capacité de Florence à reconnaître et à répondre aux besoins spécifiques de sa fille. Lorsque Gabriel, suivant les recommandations du médecin, inscrivit Héloïse à des séances de thérapie adaptées et à un programme éducatif spécialisé, les résultats furent spectaculaires. La petite fille s'épanouit, sa confiance en elle grandissant de jour en jour. Son professeur principal envoya même une lettre de soutien pour le dossier de Gabriel, soulignant les progrès remarquables d'Héloïse grâce à l'environnement attentif et stimulant que lui offrait sa grand-mère. Cette évolution positive renforça la position de Gabriel dans la bataille pour la garde, mais Florence ne renonçait pas. Lors d'une visite supervisée, elle promit à Héloïse qu'elle l'emmènerait à Disneyland Paris dès qu'elle vivrait avec elle. « Et Victor dit que tu pourras avoir un poney », ajouta-t-elle, ignorant le regard désapprobateur de la travailleuse sociale présente. Ces promesses matérielles, bien qu'attrayantes pour une enfant de 5 ans, creusaient paradoxalement le fossé entre Florence et sa fille. Héloïse, avec cette sagesse particulière que développent parfois les enfants ayant connu l'adversité, percevait l'aspect superficiel de ses offres face à la stabilité émotionnelle que lui offrait sa vie avec Gabriel. Alors que la bataille juridique s'intensifiait, la petite communauté de Biarritz se mobilisait autour de Gabriel et Héloïse d'une manière inattendue. Monsieur Bonnet, le boulanger du quartier, commença à leur offrir du pain frais chaque matin. « Pour la petite princesse et sa reine », disait-il avec un clin d'œil. Les pêcheurs du port, apprenant la situation par le bouche à oreille, déposaient régulièrement des poissons frais sur le pas de leur porte. Madame Roussel et le club de jardinage organisèrent une vente de plantes dont les bénéfices furent discrètement remis à Gabriel pour couvrir les frais juridiques croissants. Même la sévère Madame Dupont prit parti, rédigeant une lettre officielle attestant de l'intégration réussie d'Héloïse à l'école et de son épanouissement visible. Cette vague de solidarité touchait profondément Gabriel qui avait toujours vécu de façon indépendante, convaincue qu'elle devait tout gérer seule. « Je n'aurais jamais imaginé avoir tant d'amis », confia-t-elle à Thérèse un soir, émue aux larmes par un petit concert improvisé que Noémie et ses élèves avaient donné dans leur jardin. Sa sœur prit sa main ridée dans la sienne. « Tu as toujours été là pour les autres, Gabriel. Aujourd'hui, c'est à leur tour d'être là pour toi. » Cette remarque fit réfléchir Gabriel aux années passées, sa vie de mère célibataire après le décès prématuré de son mari, puis son dévouement à son métier d'infirmière jusqu'à sa retraite. Elle avait toujours été celle qui donnait, rarement celle qui recevait. Accepter l'aide offerte aujourd'hui était une nouvelle leçon d'humilité que lui enseignait cette épreuve. L'audience, approchant, ces témoignages de soutien devenaient cruciaux non seulement pour le moral de Gabriel, mais aussi pour son dossier. Il démontrait qu'Héloïse bénéficiait d'un réseau social solide, d'un environnement stable et aimant qui transcendait les limites de la modeste maison de sa grand-mère et de sa pension de retraite limitée. Qu'arrivera-t-il quand Florence découvrira la terrible vérité sur Victor ?
son riche fiancé, restez avec nous pour le découvrir. Le jour de l'audience décisive, un revirement de situation bouleversa tous les plans de Florence. Victor, son fiancé, et pilier de sa stratégie, pour récupérer Héloïse, ne se présenta pas au tribunal. Après plusieurs appels sans réponse, Florence reçut finalement un message laconique. « Je ne peux pas faire ça. Un enfant, c'est trop de responsabilité. Désolé. » Effondrée et humiliée, elle dut affronter seule le juge et les arguments solides présentés par Thérèse au nom de Gabriel. Le rapport des services sociaux, bien que nuancé, penchait désormais en faveur du maintien d'Héloïse chez sa grand-mère, soulignant la stabilité émotionnelle et le bien-être évident de l'enfant dans son environnement actuel. Face à cet échec imminent, Florence tenta une dernière manœuvre désespérée pendant une suspension d'audience. Elle approcha Gabriel dans le couloir du tribunal et lui proposa un accord. « Donne-moi 20 000 € et j'abandonne tous mes droits parentaux. Je disparaîtrai de vos vies pour toujours. » Cette proposition mercenaire, faite à portée d'oreille de Madame Lambert, choqua profondément l'assistance sociale qui ne put s'empêcher d'inclure cet incident dans son témoignage final. Le juge, visiblement troublé par cette tentative de marchandage, prononça sa décision. La garde exclusive d'Héloïse était accordée à Gabriel, avec un droit de visite supervisé pour Florence, conditionné à sa participation à une thérapie familiale et à des cours de parentalité. En sortant du tribunal, Héloïse attendait sur un banc sous la surveillance bienveillante de Noémie. « Alors ?» demanda la petite fille, son visage reflétant l'anxiété qui l'habitait depuis des semaines. « Tu restes avec moi, mon trésor », répondit simplement Gabriel, ouvrant ses bras pour y accueillir sa petite fille qui s'y précipita avec un cri de joie. Florence, observant cette scène à distance, semblait enfin prendre conscience de ce qu'elle avait perdu par ses choix. Avant de partir, elle s'approcha une dernière fois. « Je ferai ses cours », murmura-t-elle à sa mère. « Je veux faire partie de sa vie, même si ce n'est pas comme je l'avais imaginé. » Gabriel acquiesça silencieusement, sans promettre ni refuser, laissant la porte entr'ouverte à une possible réconciliation future pour le bien d'Héloïse. Le premier anniversaire de l'arrivée d'Héloïse approchait lorsque Gabriel eut une frayeur qui remit tout en question. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, une douleur fulgurante dans la poitrine la fit s'effondrer. Héloïse, heureusement, avait appris à utiliser le téléphone en cas d'urgence et appela immédiatement Noémie, qui habitait à proximité. Transportée à l'hôpital, Gabriel fut diagnostiquée d'une angine de poitrine, une condition sérieuse mais non fatale qui nécessitait néanmoins un suivi médical régulier et une réduction du stress. Durant son hospitalisation de 3 jours, elle fut rongée par l'inquiétude. Et si sa santé défaillante compromettait la garde d'Héloïse? Et si Florence profitait de cette faiblesse pour relancer sa demande? Mais contrairement à ses craintes, cet épisode médical ne fit que renforcer la solidité du système de soutien qu'elles avaient construit ensemble. Noémie prit en charge Héloïse sans hésitation, maintenant ses routines habituelles et l'accompagnant quotidiennement à l'hôpital. Thérèse, qui envisageait depuis quelque temps de quitter Paris pour s'installer dans le sud-ouest, accéléra ses démarches et vint temporairement habiter chez Gabriel pour faciliter son retour à domicile. Madame Roussel et le club de jardinage organisèrent un roulement pour l'entretien du jardin d'Héloïse afin qu'elle ne trouve pas ses plantes fanées à son retour. Même Monsieur Leblanc, le propriétaire de la librairie où elles assistaient chaque semaine à l'heure du conte, vint spécialement lire des histoires à Héloïse à l'hôpital pour maintenir cette tradition rassurante. Loin d'être un argument contre la garde de Gabriel, cette situation démontrait au contraire à quel point leur intégration dans la communauté était solide et efficace. Comme le souligna Madame Lambert lors d'une visite à l'hôpital, ce qui compte pour un enfant, ce n'est pas seulement un parent en parfaite santé, mais un réseau de soutien fiable et aimant. Et vous avez construit cela, Madame Moreau.
Cette réalisation fut un baume pour Gabrielle, qui comprit alors qu'elle n'était plus seule face aux défis que la vie pourrait encore leur réserver. Après une année entière de batailles juridiques, d'adaptation et de croissance, Gabrielle fut officiellement reconnue comme tutrice légale permanente d'Héloïse. La cérémonie au tribunal, bien que brève, fut émouvante. Le juge, qui avait suivi l'évolution de leur situation, prit un moment pour souligner l'extraordinaire voyage qu'elles avaient accompli ensemble. Florence, qui avait commencé ses cours de parentalité et sa thérapie, était présente avec une attitude sensiblement différente. Plus humble et réfléchie, elle avait accepté le cadre des visites supervisées et montrait des efforts sincères pour comprendre les besoins spécifiques de sa fille. « Je ne serai jamais la mère qu'Héloïse mérite », avoua-t-elle à Gabrielle après la cérémonie. « Mais je voudrais être une présence positive dans sa vie, si tu me le permets. » Ce premier pas vers une réconciliation, bien que fragile, ouvrait la possibilité d'une guérison des blessures familiales qui s'étendaient sur 3 générations. De retour à la maison, une surprise attendait Héloïse. Noémie, avec l'aide des voisins, avait organisé une petite fête dans le jardin désormais florissant. Des guirlandes colorées étaient suspendues aux branches des arbres. Des ballons dansaient dans la brise marine et une petite table était dressée avec un gâteau portant l'inscription « Pour notre Héloïse bien-aimée ». Entourée de toutes les personnes qui avaient illuminé leur parcours, Thérèse, Noémie, Madame Roussel, Monsieur Bonnet, le docteur Mercier et même la sévère Madame Dupont, Héloïse rayonnait d'un bonheur simple et profond. « C'est ma famille ?» demanda-t-elle à Gabrielle, ses yeux parcourant le cercle des visages souriants. « Oui, mon cœur », répondit sa grand-mère, la gorge serrée par l'émotion. « Une famille n'est pas toujours celle qu'on attend, mais c'est toujours celle dont on a besoin. » Cette phrase prononcée spontanément résumait parfaitement le chemin parcouru, de l'abandon et de la solitude à la création d'une communauté unie par l'amour et la bienveillance. Dans les mois qui suivirent, Gabrielle transforma sa modeste maison en un véritable foyer centré sur les besoins d'Héloïse. La chambre d'amis, autrefois remplie de cartons et de souvenirs du passé, devint une chambre d'enfants joyeuse, avec des murs jaunes pâles et une bibliothèque remplie des livres qu'Héloïse adorait. Le jardin qu'elles avaient cultivé ensemble donnait maintenant une récolte abondante de fleurs et de légumes qu'elles partageaient avec les voisins qui les avaient soutenus. Un soir par semaine, elles invitaient Noémie et parfois Thérèse pour un dîner préparé avec les produits de leur jardin, créant ainsi une nouvelle tradition familiale. Héloïse, qui parlait maintenant avec l'assurance d'une enfant aimée et sécurisée, excellait à l'école grâce au programme d'éducation spécialisé adapté à ses besoins spécifiques. Sa générosité naturelle la poussait même à aider d'autres enfants confrontés à des difficultés similaires, expliquant patiemment à ses camarades les techniques qu'elle avait apprises pour surmonter ses propres obstacles. « Elle sera une formidable enseignante un jour », prédit Noémie en observant Héloïse expliquer méthodiquement à un camarade comment organiser ses idées pour une rédaction. Parfois, en regardant sa petite fille s'épanouir, Gabrielle ressentait une gratitude si intense qu'elle en avait les larmes aux yeux. Sa retraite, qu'elle avait imaginée paisible mais peut-être un peu solitaire, s'était transformée en une aventure riche en défis, en joie et en rencontres significatives. Comme elle le confia à Thérèse, « En luttant pour Héloïse, j'ai aussi trouvé une nouvelle raison d'être. » Cette prise de conscience la poussa à créer, avec l'aide de Thérèse et du centre social local, un groupe de soutien pour les grands-parents élevant leurs petits-enfants. Chaque semaine, dans une salle prêtée par la mairie, elle partageait son expérience et ses conseils avec d'autres personnes confrontées à des situations similaires, transformant ces épreuves en sagesse au service des autres. Félicitations. BAP 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.